Bien, tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour l'invitation. Est-ce que tout le monde voit la présentation à l'écran? Oui, on voit. Parfait. Donc, oui, hein, l'enjeu du logement et de l'habitation, un sujet dans Bromissiquois là, qui est d'actualité déjà depuis un certain nombre d'années. Ça me fait plaisir de vous parler d'un des éléments qu'on a mis en place parce que nous aussi, là, on se questionne. Tout ce qui a été nommé, en fait, là, ce matin de votre côté, c'est sensiblement les mêmes enjeux, etc. Là, donc, il y a beaucoup de liens à faire. Alors, ce matin, je vous présenterai notre contexte régional, pourquoi on a développé cet outil. Je vous présente sommairement son contenu également et comment on l'utilise, puis les défis qui sont rattachés. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien la région de Bromissiquois, on est vraiment situé entre Montréal et Sherbrooke, un territoire rural de 1680 km², composé de 21 municipalités. À l'ouest du territoire, on est dans la plaine agricole des Basses-Terres du Saint-Laurent, donc agriculture intensive. Et plus on s'en va vers l'est, on se retrouve dans le Piémont appalachien, dans les Appalaches, donc territoire de villégiature. Et donc, une dynamique là, qui est très diversifiée. La MRC a adopté en 2017 une planification stratégique qui avait pour vision, au bout de 2032, d'offrir un territoire naturel, habité, dynamique et innovant. Et découler de cette planification stratégique-là, une stratégie d'attraction de nouvelles populations, considérant que même avant la pandémie, on observait des enjeux de main-d'œuvre. Alors, on voulait adresser cet enjeu-là et donc d'attirer 10 000 nouveaux travailleurs, particulièrement des jeunes, Rive-Sud de Montréal, francophones, anglophones, personnes immigrantes, de la main-d'œuvre tant qualifiée que moins spécialisée. La stratégie repose sur 3 grands axes. Celui qui est en lien avec l'établissement, c'est celui de maximiser le potentiel d'attractivité de la région. Et un des freins à l'établissement est l'accès au logement. Mais je le disais en atelier, là, pour nous, il y a 3 éléments qui sont interreliés dans toute notre réflexion régionale. La pénurie de main-d'œuvre, l'accès au logement et les enjeux de transport. L'accès au logement, depuis déjà un certain nombre d'années, c'était nommé tant dans les planifications stratégiques de nos municipalités, dans certaines politiques familiales, puis également MADA là, au niveau des aînés. On entamait les réflexions aussi dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement, alors ça devenait un enjeu inévitable pour nous. Et depuis 2019, un peu ce que vous avez actuellement sur votre territoire a été mis en place une table de concertation sur le logement, l'habitation, où différents acteurs du territoire siègent en vue finalement d'avoir une vision collective de comment on peut s'occuper ou mettre en place des moyens efficaces pour l'accès au logement. Donc, nos objectifs, c'est de voir à ce que l'offre en logement soit diversifiée sur le territoire, qu'elle convienne aux besoins de l'ensemble des différentes catégories de population et aux différents types de budgets. Sur le territoire, vous allez peut-être vous reconnaître un peu là-dedans. Là. Donc, on a une population qui est vieillissante et en décroissance dans certains secteurs du territoire. On fait face à des secteurs qui sont moins abordables que d'autres où les villégiateurs ont pris d'assaut ces territoires-là et fait en sorte là, que les valeurs foncières ont augmenté de façon phénoménale. Manque au niveau de la diversité de l'offre. On a un vieillissement dans certains secteurs du parc de logement locatif. Il y a moins d'opportunités aussi dans certaines municipalités, ou dans le sens où ils sont moins populaires pour les projets de développement. Donc, on est plus dans un volet de dévitalisation des cœurs villageois, ou à l'inverse, il y a des municipalités où ça explose carrément. Il y a aussi toute la notion d'acceptabilité sociale de certains projets. Dans certains milieux, là, on a vu des projets qui n'ont pas pu voir le jour parce que la population n'avait pas été
parties prenantes dès le début. Donc, ça fait en sorte que les projets, à la fin, ne se concrétisent pas. Le constat aussi, puis on l'a mentionné déjà un peu plus tôt, là, que dans certains cas, la réglementation d'urbanisme était mal adaptée, trop exigeante ou encore trop rigide. Nous avons fait également un sondage auprès des jeunes, à savoir s'ils cherchaient également en matière d'habitation pour mieux les connaître. Donc, la présentation sera disponible. Vous pourrez le lire avec un peu plus de détails, ce qu'on a obtenu dans les sondages. En plus, on leur demandait ce qu'ils cherchaient comme type de résidence. Là. Donc, on parlait de maisons écologiques, mini-maisons, logements communautaires, du logement pour de la location et des terrains disponibles pour l'autoconstruction. C'est ce qu'ils ressortaient le plus. Maintenant, pourquoi une boîte à outils sur l'habitation? C'est qu'au fil du temps, le personnel de la MRC se faisait interpeller par les municipalités, par exemple, quand il y avait un projet de développement qui leur était soumis. Donc, on avait des questions récurrentes qui revenaient. Dans certains cas, on accompagnait aussi les municipalités dans leur réflexion dans le cadre de la révision de leurs outils d'urbanisme, qui a fait en sorte qu'on a choisi de faire une espèce de guide étape par étape pour aider les municipalités à se structurer dans leur réflexion. Puis, en même temps, c'est un bon outil pour nous aussi quand on accompagne le milieu aussi à travers ces réflexions. L'objectif, c'est vraiment de se doter d'une stratégie pour mettre en place des moyens et des stratégies efficaces. La boîte à outils, elle contient 2 parties. La première, c'est comment élaborer une stratégie d'habitation. Et la deuxième partie, c'est des idées pour s'inspirer. Et tout au long, on met des liens de référence, des documents complémentaires d'informations, des initiatives qu'on a vues ici ou ailleurs. Donc, c'est rempli là, de liens à valeur ajoutée. Donc, la première étape, la première partie, on la voit vraiment comme un cheminement. Là, est composé de 6 grandes étapes que je vous présenterai sommairement. La première, c'est identifier et comprendre les terrains avec un potentiel de développement. Donc, c'est vraiment que la municipalité, l'appareil municipal ait une vision claire de c'est quoi l'utilisation actuelle sur son territoire, qu'est-ce qui reste comme terrain vacant, est-ce que des terrains sont sous-utilisés? On pourrait, par exemple, y prévoir des UHA, ça pourrait être une réflexion à avoir en ce sens, ou encore, est-ce qu'il y a des terrains, des bâtiments qui seraient à requalifier? C'est quoi la présence d'éléments naturels et de contraintes anthropiques également pour voir qu'est-ce qui reste là, comme terrain de jeu réel pour pouvoir planifier des projets de développement. Et évidemment, une question qui est essentielle, c'est quoi la capacité des réseaux? Dans ce cas-ci, on dit aqueduc et égout, mais c'est quand même important de se poser la question également sur la disponibilité au niveau aussi de l'approvisionnement en eau souterraine. Donc, est-ce qu'on sera capable d'accueillir des projets et les alimenter en eau potable? Parce que, comme vous le savez, s'il n'y a pas d'eau, c'est pas super pour les projets de développement de ça. La deuxième étape, c'est mieux connaître la réalité du marché immobilier puis les besoins de sa communauté. Alors, c'est de voir, dans un premier temps, le portrait de tous les bâtiments résidentiels qui sont existants sur le territoire. Alors, ça permet de voir justement, est-ce qu'on est davantage majoritaire au niveau de l'unifamilial isolé? Est-ce qu'on est déficitaire alors en locatif ou à l'inverse? Est-ce qu'on a trop de locatifs en certains endroits, pas suffisamment d'unifamilial ou autres offres résidentielles? Donc, tous les types de typologies résidentielles y passent. Ça nous permet d'avoir un portrait clair. Ensuite de ça, c'est de savoir les gens, pourquoi ils ont choisi notre communauté. Parce que chaque communauté est unique et là, on veut quand même se recentrer sur pourquoi on est attractif versus d'autres territoires qui nous entourent comme municipalité. Alors, de mieux connaître pourquoi les gens nous ont choisis en vue de soit bonifier ou perpétuer ces éléments-là. Et également, connaître la dynamique immobilière.
Donc, au niveau des ventes, donc le marché se comporte comment en ce moment, les quartiers anciens versus les quartiers récents, les coûts d'habitation. Donc, vraiment de dresser le coût des loyers également, il est combien, et puis bon, d'être capable de spatialiser ça aussi sur le territoire d'une municipalité. Puis ça nous permet de faire des liens également avec notamment les commerces de proximité. La troisième étape, c'est travailler la vision avec la communauté. Alors, ça doit devenir pas un projet qui repose essentiellement sur l'appareil municipal, mais vraiment un projet de municipalité, de milieu de vie. Donc, oui, il y a une démarche à avoir au niveau du conseil pour consolider une certaine vision, mais elle doit être insufflée par la population ou les organismes là, qui la composent. Même aussi avoir des discussions avec des très grands propriétaires. Dans certains cas, des grands propriétaires laissent un peu leur propriété en dormance. Fait que c'est de voir aussi avec eux s'il n'y a pas des opportunités ou des options à travailler ensemble. Et voilà, donc d'officialiser aussi une vision de municipalité et d'établir là, les grands principes pour y arriver. D'avoir une vision, quand un conseil municipal ou une équipe municipale reçoit des projets de développement, bien, ça permet de se poser la question, est-ce que c'est le bon projet au bon endroit? Alors, ça permet d'être moins réactif et moins dans l'opportunité d'un projet, mais beaucoup plus de se questionner, est-ce que ce sera une valeur ajoutée pour notre milieu de vie, ce projet-là? Alors, vous pouvez voir, là, donc, une fois la vision établie, bien, il y a un paquet d'éléments qu'une municipalité et une communauté peut mettre en place, soit via les outils d'urbanisme, mais également des programmes d'aide, des politiques municipales. Donc, tout un écosystème qui est à construire autour de cette vision-là pour être en mesure qu'elle se réalise. La quatrième étape, c'est la stratégie réglementaire. Donc, c'est une fois qu'on a établi la vision collectivement, c'est de voir quels outils urbanistiques, on en a mentionné quelques-uns ou la vision potentielle tout à l'heure. Il y a une boîte à outils réglementaire là, qui existe pour les municipalités, puis il s'agit juste d'utiliser le bon outil pour la bonne fonction. Mais définitivement, la vision, si elle est imbriquée dans le plan d'urbanisme, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir établir la suite par la suite. Établir la suite, oui. Et aussi d'avoir un comité consultatif d'urbanisme qui est compétent, donc qui est capable d'analyser des projets qui lui sont soumis et de faire des recommandations au conseil qui sont en lien avec la vision et la stratégie réglementaire qui a été mise en place. Et comme je le disais, l'importance du plan d'urbanisme. Dans notre cas, la boîte à outils est conçue aussi, pas nécessairement pour dire aux municipalités, vous devez revoir absolument toute votre réglementation être en mode révision, mais plutôt, on peut quand même bonifier puis apporter des modifications qui vont faire en sorte qu'on va arriver à attacher la vision somme toute. Donc, tout dépendant où la municipalité est rendue dans son cheminement ou jusqu'où elle souhaite aller, il y a quand même moyen d'apporter des modifications sans que ça prenne plusieurs années, par exemple. La cinquième étape, c'est vraiment de travailler avec des investisseurs qui partagent la vision de la municipalité. Donc, c'est pour ça quand je parlais de grands propriétaires fonciers, mais on peut aussi, souvent dans les petits millions, on connaît quand même les gens aussi qui viennent développer sur notre territoire. Fait que ça peut être bien de s'asseoir avec eux, d'engager une conversation, de partager la vision et de voir la municipalité, elle, jusqu'où elle va être prête à s'engager en matière de logement. Puis, engager, ce n'est pas nécessairement monétairement. Là. C'est donc comment elle va être facilitatrice et comment elle va bien accompagner les gens là, qui souhaitent développer sur son territoire. Et également, Arpan en a présenté plusieurs modèles tout à l'heure. C'est vraiment important de penser en dehors de la boîte, d'être créatif, de s'ouvrir à des nouveaux types de partenariats, de penser qu'on va être capable de faire du logement abordable en maintenant le modèle traditionnel, c'est complètement utopique à ce stade-ci, surtout dans des cas
sur notre territoire où le foncier a une valeur tellement importante due au fait que la spéculation foncière agit encore plus post-pandémie. Il faut collaborer, trouver des innovations puis des modèles qui vont faire en sorte qu'on pourra sortir la spéculation foncière à long terme. Et la dernière étape, c'est adopter des programmes d'aide pour mettre en œuvre sa stratégie. Donc, il y a différents modèles, programmes qui existent. Alors, c'est de voir ce qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est d'essayer de voir du sur-mesure en fonction de notre profil de municipalité ou encore de quartier aussi. Alors, il y a vraiment une réflexion à faire aussi par projet, mais tout ça imbriqué dans la vision de départ. La deuxième partie de la boîte à outils, c'est des idées pour s'inspirer. Alors ça, c'est une portion de la boîte à outils qu'on veut évolutive à travers le temps parce qu'il y a plusieurs modèles qui voient le jour et d'autres exemples très inspirants. Donc, on présente à ce moment-ci 5 exemples. Les écoquartiers, la notion de village et quartier nourricier, amplement parlé des unités d'habitation accessoires, le cohabitant et également le concept de pocket neighborhood. Puis dans notre cas, par la suite, pour chacun des concepts, il y a une fiche d'exemple avec un projet inspirant qui s'est réalisé soit ailleurs dans le monde, au Québec ou au Canada, là, peu importe. Alors, différents exemples comme ça qu'on retrouve dans la boîte. Donc, une fois la boîte créée, la mission, c'était de mettre en place un volet d'accompagnement auprès des municipalités parce que sur notre territoire, on a 6 pôles de services, mais ça reste quand même qu'on a des petits milieux avec moins d'expertise à l'interne au niveau des employés municipaux. Alors, ça permet de pouvoir accompagner les municipalités en fonction de leurs besoins. Donc, on souhaite accompagner les municipalités qui souhaitent passer à l'action, mais qui ne savent pas trop par où débuter. Donc, on peut être là pour être la bougie d'allumage, par exemple. Ça peut être aussi une municipalité qui veut avoir une stratégie en matière d'habitation. Alors là, on peut l'accompagner là-dedans. On accompagne également nos municipalités lorsqu'elles souhaitent réviser ou ajuster leurs outils d'urbanisme, notamment pour les UHA. On a accompagné certaines de nos municipalités là, pour mettre en place un cadre réglementaire à cet effet-là. Puis, ça peut être aussi, si ce n'est pas une réflexion de territoire globale, ça peut être aussi pour un secteur ou un projet d'habitation spécifique, en ayant vraiment une réflexion là, globale et intégrée là, à cet effet. Il y a aussi un volet formation, donc évidemment là, de faire connaître la boîte à outils, mais aussi de conserver, de faire connaître tous les programmes de subvention qui existent, être vraiment la courroie de transmission de tous les partenariats possibles aussi sur le territoire, parce que le municipal ne connaît pas nécessairement le communautaire, vice-versa. Donc, on s'assure qu'on a une vision globale tous ensemble. Et également, on souhaite faire la veille sur les programmes, les concepts et les projets inspirants. Donc, de participer à des journées comme aujourd'hui, ça fait partie de ça. Ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs, de ramener ça sur nos territoires, puis de voir justement jusqu'où on peut pousser les choses encore plus loin. Au niveau des défis, dans un premier temps, c'est sûr qu'il faut avoir l'adhésion des municipalités puis qu'elles prennent pleine conscience qu'elles ont un rôle à jouer. Ceci étant, je ne dis pas que ça doit reposer entièrement sur les épaules des municipalités ou de la MRC, mais c'est qu'elles doivent être partie prenante puis elles doivent au minimum être facilitatrices quand des initiatives leur sont proposées. Là. Donc, d'avoir au moins cette ouverture d'esprit-là. Je le disais tout à l'heure, d'avoir cette ouverture à faire les choses autrement, à travailler des partenariats qui sortent un peu de l'ordinaire, à essayer des nouvelles choses, tout ça dans le but d'améliorer l'accès au logement. Ensuite de ça, il y a les effets de la pandémie. Donc, dans notre cas, quand je parlais de la pénurie de main-d'œuvre s'est accélérée, l'accès au logement est encore plus difficile.
comme ailleurs, comme d'autres endroits au Québec, les prix des propriétés, même du logement locatif, ont vraiment explosé au cours de la dernière année. Donc, ça devient encore plus un enjeu d'actualité pour nous. L'autre élément, c'est également les élections, dans le sens où là, on a des nouveaux élus. C'est pas nécessairement négatif, ça devient positif dans le sens où là, il faut relancer le sujet puis de retrouver cette adhésion politique-là sur le territoire face à cet enjeu. Le roulement de personnel aussi dans les municipalités, là, ça peut devenir difficile dans la mesure où là, ça change souvent, on manque de stabilité. Donc, même au début d'un projet puis à la fin du projet, ce n'est pas nécessairement le même personnel qui est là. Donc, ça reste un enjeu. Et le volet formation et éveil en continu, il faut avoir aussi au sein de la MRC les effectifs pour pouvoir réaliser soit cet accompagnement-là, mais également les formations puis cette veille en continu. Alors, j'ai essayé de ne pas trop dépasser mon temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop assommés.